Bonjour à tous, bienvenue sur ce panel Anticiper la sortie et la structuration du deal. Je suis Valérie Bazaille, je travaille comme journaliste pour le magazine Décideur. Alors nos intervenants, donc à ma gauche, Jean-Luc Bedos, qui est avocat associé chez Lefebvre-Pelletier, Pierre Rispoli, managing director chez Ciparex, et enfin Noël Albertus, qui est partenaire chez PricewaterhouseCoopers. Alors, anticiper la sortie dès la structuration du deal est une problématique relativement large qu'on retrouve très souvent. On a envie de poser quelques petites questions, quelques problématiques. Tout d'abord, pourquoi anticiper une sortie dès une structuration de deal? Et deuxièmement, comment se déroule ce genre d'opération? Alors, première question à Monsieur Rispoli. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre retour d'expérience en tant que fonds d'investissement et surtout nous expliquer si finalement une stratégie d'anticipation s'avère payante? Alors merci. Effectivement, on va commencer peut-être par le témoignage de Ciparex, qui est dans ce secteur de l'investissement qui cumule une longue expérience, puisque Ciparex a plus de 25 ans d'expérience de prise de participation minoritaire et majoritaire sur un segment qui est ce que l'on appelle, nous, le lower mid market, c'est-à-dire des PME en croissance. Donc nous avons eu l'occasion de croiser, à travers ces 25 années d'expérience, de nombreux cas très différents, puisque nous avons pris plus de 250 participations dans des sociétés, en France essentiellement, plus récemment en Italie et en Espagne. Et donc je crois qu'il y a une certaine expérience cumulée à la fois auprès des entreprises qui nous ont fait confiance et auprès des souscripteurs qui nous confient leurs fonds, puisque nous gérons aujourd'hui à peu près un peu plus de 800 millions d'euros de fonds. Alors, cette confiance des souscripteurs qui nous confient des fonds, elle repose aussi sur notre capacité à générer effectivement une certaine liquidité, non seulement à faire le métier d'investisseur, c'est-à-dire d'entrer dans les sociétés, mais aussi de gérer une certaine rotation du portefeuille, une rotation active, régulière, au-delà des cycles et sur très longue période, en gérant effectivement un savoir-faire important, assis notamment sur une vraie diversification de nos modes de sortie. Je vous ai mis là le split de nos sorties d'opération qui nous permettent effectivement d'afficher quelques belles success stories au fur et à mesure des années. Quelques exemples à la fois de millésimes, de noms de sociétés qui ne vous sont pas étrangers, et de TRI réalisés par le groupe Ciparex, à la fois au sein d'opérations d'IPO, mais vous voyez qu'elles sont quand même minoritaires, d'opérations industrielles, 28%, de LBO secondaires, qui se développent fortement, on en reparlera, et de tout ce que l'on appelle les alternatives exits, c'est-à-dire notamment toutes les recaps, toutes les opérations de rollover et de reconfiguration de tours de table. Alors, cette capacité à afficher régulièrement ce niveau élevé de rotation de notre portefeuille est assise en fait dès l'origine du deal sur un process éprouvé que nous avons validé à travers ces nombreuses années et quelques principes clés. Tout d'abord, le fait de privilégier toujours des choix d'investissement qui reposent sur l'analyse et la stratégie industrielle. C'est, je crois, la marque de fabrique du groupe Ciparex, de considérer que la meilleure façon de favoriser une sortie facile, prévisible, envisageable, c'est de réaliser une opération en analysant les fondamentaux et en ancrant tout montage sur ces fondamentaux au détriment d'opérations strictement financières ou de pure structuration du deal où le TRI réalisé serait réalisé uniquement sur la structuration initiale du deal. Nous faisons le choix, parce que nous avons été bâtis par des industriels, de privilégier en amont cette analyse-là pour effectivement valoriser plus la partie de création de valeur arrivant du côté industriel que la partie création de valeur arrivant de la pure structuration du deal. Une fois cette analyse menée, c'est de privilégier des affaires présentant un potentiel de développement et de création de valeur visible à un horizon de 3-5 ans. On voit énormément d'affaires dans le lower mid-market qui nous sont présentées comme pouvant être le fédérateur d'un secteur en forte concentration, pouvant à terme représenter la seule et unique plateforme, 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 plateforme
pouvant offrir l'opportunité d'un vrai changement de classe d'actifs pour passer d'un modèle industriel avec 10 ou 15% de services associés à un modèle de service pur avec bien sûr une plateforme industrielle qu'on essaie d'oublier progressivement. Tout ceci, c'est souvent intéressant. Notre travail, c'est d'essayer d'évaluer dans nos due deals d'origine, dès le montage du deal, l'horizon de tir de ce type de projet. Et les moyens nécessaires pour réaliser ce type de projet-là, sachant que l'affaire est quand même sous LBO et que notre horizon de tir est plutôt de 3-5 ans que de 5-10 ans. Une fois que l'on a validé cet horizon de tir prévisible, ce que l'on fait avec le management du reste, il faut s'assurer de l'adéquation du management, que ce soit en MBO, que ce soit en MBI, que l'on a choisi pour monter cette opération de développement, cette phase de développement. Et notre expérience, c'est que la typologie de management ne s'adapte pas forcément à toutes les phases de création de valeur. Donc il y a là un gros travail en amont. Il y a aussi un travail dès le départ de réflexion par rapport à la sortie envisagée, notamment par rapport au type de sortie envisagée. Il est clair que nous serons d'autant plus attentifs à la capacité d'un groupe à faire un LBO qui sera prévu comme sortie sous forme de LBO secondaire, si nous avons dans la société dans laquelle nous investissons un rang numéro 2 capable de monter en puissance pour monter l'opération de LBO secondaire. On sera d'autant plus attentif à la capacité du manager à vivre au sein d'un grand groupe industriel, si l'horizon de sortie, c'est effectivement la cession à un groupe industriel, car on sait aujourd'hui toute la sécurité que souhaitent avoir les groupes industriels dans leur rachat, notamment de ce type de PME, en conservant avec eux, durant un temps donné, le management. Donc ces éléments-là font aussi partie des validations d'origine que nous devons monter. Alors une fois ces validations assurées, projet, management et scénario envisagé de sortie, ensuite il faut écrire la partition et donner envie au management de la jouer. Alors je dirais que là, on rentre dans une boîte à outils que nous développera notre avocat autour de table, qui est une boîte à outils très large, où on a effectivement beaucoup d'éléments à la fois, je dirais, relutifs pour le management à offrir, donc d'éléments incitatifs en termes d'outils financiers et juridiques, à travers le management package et bien sûr le pacte d'actionnaires. On y reviendra, donc je ne vais pas déflorer le sujet. Donc ce process validé, privilégier le choix d'investissement, les affaires avec un horizon visible de création de valeur, l'adéquation du management à l'entrée et à la sortie, et l'association avec le montage d'un pacte et d'un management package, je dirais que la vie de l'investisseur est une vie assez tranquille, comme tout le monde le sait, puisque avec le travail que va délivrer le management et notre génie de l'anticipation, la sortie est tout à fait prévisible. Elle se déroulera, comme tout le monde le sait, sous 3-5 ans, tel qu'on avait prévu. Alors malheureusement, la conjoncture est là pour nous rappeler que ce n'est pas toujours le cas et qu'il y a souvent nécessité d'adapter le scénario d'origine à un contexte économique qui n'est pas toujours à notre service. Pour deux raisons sur le mid-market ou le lower mid-market. La première raison, c'est que les sorties par IPO, ou en tout cas sur les marchés, où la liquidité, je vous laisse consulter le graphe de droite. Quant à l'autre sortie dont rêve tout investisseur, qui est le strategic buyer se présentant avec des multiples, doublant nos multiples d'entrée, je vous laisse consulter le graphique de gauche. Se passe les deux de commentaires, mais bien sûr, Price nous donnera plein de bonnes nouvelles sur la reprise du marché du M&A. Et je crois que dans la journée, Euronext aussi nous présentera plein de bonnes choses sur la réanimation des introductions. Donc, tout ça pour dire qu'il est clair que toutes les opérations montées en 95-2000, les anticipations d'origine sont certes très sympathiques, mais il a fallu changer notre fusil d'épaule en tant qu'investisseur. Et effectivement considérer qu'on devait passer d'une phase d'anticipation à ce que j'ai appelé une phase de monitoring des deals et des sorties. Effectivement, sous ce vocable, on a regroupé 3 types de monitoring différents. Monitoring de ce que les anglo-saxons appellent l'exit strategy et qui est
un phénomène effectivement auquel prêtent beaucoup d'intérêt nos bailleurs de fonds notamment, puisque dans ce contexte difficile de sortie, je crois qu'il est important pour tout le monde de savoir qui sait ou pas délivrer un process de sortie, pour le management, qui vient jouer avec nous une forte valorisation de son patrimoine, et aussi pour nos bailleurs de fonds. Donc 3 types de monitoring identifiés. Un monitoring dit stratégique, c'est une recherche permanente de création de valeur dans un contexte qui est totalement opportuniste, et on y reviendra. Monitoring managérial, c'est la préparation du management à des scénarios alternatifs qui sont organisés autour d'eux, et ceci durant la vie du deal, alors même qu'à l'entrée, il n'était pas forcément prévu que la sortie se fasse autour du management. Et 3e point, monitoring financier juridique, c'est l'adaptation de tous les aspects financiers et juridiques du montage à des nouvelles opportunités qui pourraient se présenter sur les opérations de recap, sur les opérations de rollover, et on va y revenir. Alors ces monitoring actifs, j'ai précisé, sont réalisés avec le management par une évaluation régulière de la création de valeur. Il est bon de rendre tangible la création de valeur en permanence pour le management. Donc on le fait régulièrement, et régulièrement on analyse non seulement la création de valeur pour l'entreprise et pour le financier, mais on rappelle au management où il en est. Alors 3 cas pour illustrer ces 3 types de monitoring. J'ai choisi des cas débouclés en 2004 pour vous démontrer que ce sont des cas actifs et actuels. Le premier cas, une société qui s'appelle Westove. Westove, c'est un spécialiste des ingrédients céréaliers technofonctionnels. Alors, pour ceux qui souhaiteraient avoir des informations, ce sera en privé après pour vous décrire exactement ce que sont tous ces ingrédients que nous dévorons tous dans tous les aliments que nous consommons au quotidien et qui se démultiplient. L'opération d'origine, c'est un spin-off du groupe Champagne et Céréales autour de Christophe Guillaume, le PDG de cette affaire. Et le projet d'origine est très simple. Doubler le chiffre d'affaires de cette affaire à court terme grâce à un nouveau procédé mis au point par la société, présentant des avantages très très intéressants, notamment dans le secteur des snacks. Alors, on était parti pour plutôt 5 ans dans cette opération, mais après 2 ans de partenariat, le management nous a fait part de plusieurs éléments. Tout d'abord, sa satisfaction face à un développement particulièrement rapide à 2 chiffres de l'affaire. Donc des opportunités qui se présentaient à lui avec un certain nombre de secteurs qui n'avaient pas été envisagés au départ et qui s'ouvraient en fait à ce type de produit. Mais dans le même temps, forcément, des moyens à mettre en œuvre très très significatifs pour servir cette nouvelle demande. Et si nous ne la servions pas, risquer de voir arriver des nouveaux entrants sur le marché, très intéressés à la fois par le process et par les marchés qui s'ouvraient. Enfin, dernier point, la volonté du manager d'aller plus loin, mais la nécessité de mettre sur la table des moyens au-delà de ce que pouvait permettre le montage du LBO d'origine, et en tout cas qui repoussait fortement la période de sortie envisageable compte tenu effectivement des investissements à réaliser sur la période. Donc nous avons eu une vraie discussion stratégique avec le management. Ce qu'il nous présentait n'était ni ce que nous avions envisagé, ni les éléments présents dans notre préambule d'accord du pacte d'actionnaires, ni la façon dont nous avions rédigé les sorties dans nos accords avec le management. Malgré tout, après une vraie discussion et en essayant de jauger à la fois notre timing de sortie, si nous allions dans cette seconde phase de développement, et le couple risque-opportunité, nous avons, en partenariat, c'était avec Aforge, travaillé à un adossement de cette société-là vers un groupe qui allait apporter tous les moyens et la satisfaction au management de continuer cette seconde étape, tout en optimisant l'intérêt du manager, qui reste actionnaire pour partie dans cette nouvelle organisation, et en affichant un TRI de 50% pour le groupe Siparex, ce qui était somme toute très sympathique. La conclusion, c'est qu'effectivement, dans ce cas-là, c'était réactivité, opportunisme, dans un contexte inattendu, avec une sortie plus rapide que prévu, mais une bonne convergence d'intérêts entre le management et les partenaires financiers.
Monitoring managérial, j'ai un cas un peu original à vous présenter qu'on a connu cette année. Il y a environ 3 ans, on a monté une opération de reprise en fait d'un petit groupe en LBO qui travaille dans l'industrie du bâtiment, dans les banches. On coule le béton au milieu des banches pour les initiés. Donc c'est le leader français avec ces 2 filiales-là. Nous avons repris cette affaire-là en bloc avec les 2 managers des 2 filiales respectives, avec un horizon de tir de 5 ans et de remboursement de l'effet de levier, de développement du groupe, de développement notamment du groupe à l'export, et puis de croissance essentiellement interne. 2 ans après avoir monté le deal, on perçoit ce qu'on avait imaginé, mais pas à ce niveau-là. Les 2 filiales, non seulement sont autonomes, elles font le même métier, mais elles sont réellement concurrentes et dans un vrai contexte de concurrence à manager au quotidien, qui pose d'ailleurs des problèmes dans la société, des problèmes de type compatibilité des équipes et puis à la fois Chinese Wall et puis politique générale d'entreprise par rapport à 2 filiales concurrentes. Le deuxième point, c'est que le prix d'acquisition d'origine se révèle particulièrement agréable et qu'on a bénéficié, grâce à l'impact de la situation du bâtiment en France, en Europe de façon générale, d'une très très forte création de valeur en 2 ans. Et le troisième point, c'est que un des 2 managers nous fait part, donc qui dirige une des 2 filiales, de son souhait d'indépendance et nous dit que finalement il aurait bien aimé monter son propre LBO dès l'origine et qu'il a été embarqué dans cette histoire-là, mais que finalement il voulait écrire sa propre histoire. Ce n'était bien sûr pas ce qui était écrit, ce n'est pas ce que nous avions raconté. Les 2 managers étaient associés au sein du holding de tête, pas dans leurs filiales respectives. Et l'histoire commune avait été bien sûr négociée, agréée entre toutes les parties dès le départ. Il est clair que dans ce contexte, nous avons réfléchi à la stratégie à mener de façon, on va dire, conviviale, mais à la fois rigoureuse aussi par rapport au management. Nous avons considéré avec nos conseils, qui étaient KPMG en la matière, qu'il était bon de réfléchir à solutionner la problématique du manager souhaitant sortir, parce qu'il n'est jamais bon de tenir enfermer un manager, il faut le motiver, mais c'est pas une prison dorée. Donc nous avons réfléchi en confiant un mandat de cession à KPMG à organiser le spin-off de cette filiale autour de son management et à d'autres partenaires financiers de la place. Et donc nous avons en juillet 2004 cédé cette affaire-là en spin-off à son management accompagné de partenaires financiers. Les résultats de l'opération, un refinancement total de l'opération d'origine, la création au sein du holding de tête donc qui avait repris les 2 affaires d'un vrai trésor de guerre, avec à l'occasion une forte revalorisation instantanée de notre participation, et l'optimisation de la situation personnelle des 2 managers d'origine, puisqu'on a débouclé celle du manager qui sortait, et on a réévalué totalement celle du manager qui est rentré, en lui donnant de nouveaux incentives pour qu'il soit motivé à tout ce qui peut s'écrire à partir de maintenant, sachant que forcément on a dû réécrire le scénario sur un horizon plus court. Dernier point, et j'en finirai par là, une solution plus technique, adaptée et originale, Maison France Confort. C'est une opération de pipe que nous avions réalisée au sein de cette société qui est le numéro 2 du secteur des constructions de maisons individuelles en 2001, avec à l'origine l'idée de renforcer le tour de table dans un contexte de consolidation du secteur et d'opérer des reclassements au sein du holding familial. Là aussi, durée 5 ans. L'année dernière s'est présentée une vraie opportunité de reclasser un nombre significatif de titres dans le holding de tête via une opération d'OBO, dans un business model qui a fait ses preuves, qui nous a séduit. Nous avons monté une opération de rollover, donc de reconfiguration totale du premier tour de table avec l'arrivée de nouveaux financiers au niveau du holding de tête, en générant plus de 15 millions de diversification patrimoniale pour le management
et un TRI d'environ une soixantaine de % pour le groupe Ciparex. Donc j'en finirai en conclusion par le point suivant. L'anticipation d'origine est toujours nécessaire et bien sûr c'est un exercice de style absolument nécessaire dès le montage du deal, mais elle a laissé la place à un vrai monitoring permanent de l'exit strategy parce que le contexte est plus compliqué. Dans cet exercice de monitoring permanent, on a besoin de flexibilité, de créativité. Et cette flexibilité, cette créativité, elle doit impérativement être menée avec le management qui prend une importance déterminante. Et je crois que c'est un des phénomènes marquants depuis une quinzaine d'années où je vois ce type de transaction. Aujourd'hui, les transactions et les sorties se managent avec le management beaucoup plus qu'avant. Donc ma conclusion, ce sera management, management et management. Merci Pierre Rispoli. Donc on a bien compris, une stratégie d'anticipation s'accompagne non seulement d'une implication du management, d'un certain monitoring, mais également toujours dans l'objectif d'un processus de création de valeur. Monsieur Albertus, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la création de valeur. Oui, bonjour à tous. Je vais d'abord me présenter en 2 minutes. Je suis responsable de l'activité fusion-acquisition donc de PricewaterhouseCoopers Corporate Finance. Mon métier en fait est varié, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je gère des processus de vente au même titre que la plupart des banques d'affaires. Donc je travaille à la fois pour des managers sortants ou pour des investisseurs financiers. Je conseille des acquéreurs également, des managers et des acquéreurs financiers. Et puis, un peu nouveauté, et Xavier Moreno disait ce matin que c'était les managers qui choisissaient les fonds et non plus les fonds qui choisissaient les managers. Sans aller jusque-là, il est vrai que depuis maintenant quelques années, on voit de plus en plus des équipes de management, et en particulier sur les grosses transactions, qui prennent des conseils dès le démarrage du processus, à la fois bien sûr des avocats, ça a toujours été le cas par le passé, et Jean-Luc va parler des différents outils, mais également donc des conseils financiers. En fait, il se crée un double processus, d'une part un processus de vente où l'on négocie le prix et la structuration de la dette, et puis une négociation du management package. Mais en fait, le management package, et c'est là l'objet de mon propos aujourd'hui, n'est en fait que le reflet du projet d'entreprise et du profil de risque de l'entreprise. Alors, je vais... comment ça marche ? Je reviens sur un principe de base. Qu'est-ce que c'est que le retour sur investissement en fait ? Qu'est-ce que c'est que le fameux TRI ? D'ailleurs, de façon anecdotique, on parle de TRI quand il est très 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 bon, et puis on parle de multiples d'investissement, ce qui est un concept à la mode, multiples de cash, quand il est moins bon. Hein, de temps en temps on dit on fait 3 fois sa mise, de temps en temps on dit on fait 25% de TRI. Bon, tout dépend si vous le faites au bout de 2 ans ou au bout de 5 ans, bien évidemment. Donc les composantes du retour sur investissement, c'est bien, alors vous avez sur la gauche du tableau votre investissement, les prêteurs, mezzaneurs, banquiers seniors, les coûts de la transaction. Il faut savoir qu'aujourd'hui une transaction LBO c'est entre 3% et 5%, hein, les coûts d'une transaction c'est entre 3% et 5% de l'ensemble de la valeur d'entreprise, donc c'est quand même assez significatif. Alors au cours de la vie du LBO, on voit que vous allez générer des dividendes qui vont pouvoir rembourser la dette, et on voit bien que l'essentiel en fait de l'opération, ça va se faire à la sortie. C'est-à-dire que la valeur de sortie elle va vous permettre de rembourser la dette résiduelle et puis de faire cette fameuse plus-value qui va générer un TRI plus ou moins important. Donc en fait on a trois éléments importants qui sont l'effet de levier. Il est évident que si vous êtes sur un actif assez stable, avec des flux de cash qui sont assez constants, prévisibles, avec un niveau de risque moyen, on va pouvoir mettre davantage de dettes et donc générer un TRI de par l'effet de levier plus important qu'un actif en croissance qui nécessite plus d'investissement et de financement de sa croissance et avec des paramètres de risque plus importants. Le différent point sur lequel je vais revenir, c'est la différence entre le multiple d'entrée et le multiple de sortie, c'est-à-dire entre le prix d'achat
prix d'entrée et prix de sortie. Il faut savoir que vous, en tant que manager, pour les managers qui sont dans la salle, et mon propos s'adresse essentiellement ici aux dirigeants d'entreprise, vous contrôlez deux choses. Vous contrôlez le business plan, qui est votre projet et qui est votre engagement moral et professionnel vis-à-vis en tant que manager et en tant que partenaire financier du fonds. Et vous contrôlez par ce biais-là, directement ou indirectement, la sortie. Mais en revanche, vous ne contrôlez pas le prix d'entrée. Et il est évident que plus le prix d'entrée est élevé, et plus les risques d'avoir un TRI faible à la sortie est important. Bon, je ne suis pas polytechnicien ni ingénieur, mais les chiffres, c'est assez magique. Et dans un modèle de LBO, suivant le multiple que l'on va prendre à la sortie, eh ben, on va avoir plus ou moins de TRI. Il y a tout un travail bien sûr d'anticipation de quel va être le multiple de sortie. Alors il y a une règle de base qu'utilisent la plupart des investisseurs financiers, c'est de fonctionner à isomultiple, c'est-à-dire je prends un multiple d'entrée, 5 fois l'EBITDA, et je dis à la sortie, dans 3 ans ou dans 5 ans, je ferai 5 fois l'EBITDA. Bon. Et je calcule en fait, par voie de conséquence, mon TRI sur cette base-là. Bon. Il est évident que tout ça demande un peu de réflexion en amont, et je vais revenir là-dessus tout de suite. La croissance des résultats et du cash flow, ce qui est pour moi la plus important, c'est qu'en fait un LBO réussi, et Pierre l'a dit, un LBO, et les TRI qu'il affichait étaient quand même assez impressionnants, un LBO réussi, c'est un LBO de croissance. Bien sûr, c'est important pendant la durée du LBO, parce qu'il faut rembourser sa dette, mais au moment de la sortie, parce qu'il va falloir que l'histoire ne s'arrête pas à la sortie. Donc il faut que vous commencez le livre d'histoire avec le LBO jour 1, puis vous allez dérouler Il était une fois, puis vous allez dérouler le livre d'histoire, puis vous allez arriver à la page fin. Et la page fin, c'est en fait début. Début parce que vous devez raconter une nouvelle histoire. Pour pouvoir bien vendre votre entreprise, vous devez raconter une nouvelle histoire. Et cette histoire va être différente suivant que c'est un industriel, un LBO secondaire ou une opération boursière. Donc sur une sortie réussie, le retour sur investissement risque d'être faible. Bon. Alors quels sont... bon, j'ai essayé de, sans faire parce que j'espère qu'il y aura des questions, j'ai essayé de coucher sur papier un certain nombre d'idées, de réflexions que je voudrais partager avec vous. Il y a un certain nombre de questions clés que se pose un fonds d'investissement lorsqu'il fait cette acquisition et que vous devez vous poser avec lui. Parce qu'en fait, la due diligence, bien sûr, il va y avoir des auditeurs, etc. C'est important, mais si votre entreprise est saine, si l'entreprise est saine, si elle est bien gérée, etc., c'est pas au travers de la due diligence comptable et financière, normalement, qu'on devrait trouver. C'est nécessaire, bien évidemment, mais c'est pas là qu'on va trouver les gros problèmes. Le problème va être sur la partie... Et il y a eu une question d'ailleurs ce matin sur le business plan. Quelqu'un a dit mais comment vous êtes sûr que le business plan il marche en fait hein, vous allez faire ce business plan. On a déjà du mal à 1 an de savoir ce qu'on va faire sur le budget. Alors vous imaginez à 3 ans ou 5 ans, sachant que toute la construction du montage et surtout la dette va être construite sur le business plan à 3 ou 5 ans. Bon. Souvent d'ailleurs on a plutôt des business plans à 3 ans alors que la plupart des montages LBO sont construits sur des hypothèses à 5 ans. Bon. Donc première question clé, le prix d'entrée. Est-ce que le prix d'entrée est adéquat? Alors, on va dire, c'est hyper compliqué. Seulement, les processus de vente, et j'en suis responsable malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, heureusement pour moi, mais malheureusement pour les acheteurs, les processus de vente se font sous la forme d'enchères qui ont pour objectif, suivant la qualité d'actifs, de créer une tension concurrentielle qui va engendrer que les prix montent. Plus le prix d'entrée est élevé, plus il va nécessiter du travail et de la réflexion. Du travail, c'est-à-dire si le bon prix d'entrée est élevé, il est justifié par de la croissance ou il est justifié par des gains en termes de productivité ou de réduction de coûts, ou il est justifié par des build-up, donc des acquisitions futures. Alors il est un peu osé de baser un prix d'entrée sur la base d'acquisitions futures qui ne sont pas encore réalisées. En clair, j'ai une corbeille de mariée avec un billet de loterie qui sera peut-être gagnant demain. C'est un peu dangereux, mais il est certain qu'aujourd'hui, ça explique et ça justifie certains prix qui ont été payés dans certaines grosses transactions et certains gros LBO. Donc le prix d'entrée pour vous est très important. Et il est évident que nous, en tant que conseil,
on va essayer, si nous considérons, et si vous considérez que le prix d'entrée est trop élevé, on va essayer, et je reviendrai sur le sujet après, dans le calcul, dans la détermination du management package et donc dans la captation de la plus-value de sortie, d'essayer de vous immuniser un tant soit peu sur le prix d'entrée. Entre autres par des mécanismes de sweat equity qui vont vous permettre un petit peu de vous protéger dans la mesure où vous n'êtes pas responsable du prix d'entrée, vous êtes juste responsable du business plan et donc de la sortie. Le deuxième point important, c'est l'horizon de sortie. L'horizon de sortie, si pour réaliser votre projet, il faut 5 ans, et que le fonds a en tête 3 ans, il y a un problème. Il y a fondamentalement un problème. Or, on voit aujourd'hui certains LBO secondaires, par exemple, qui se sont faits après 1 an et demi. Et donc, il faut savoir que, pour des raisons de levée de fonds, de présentation vis-à-vis des investisseurs institutionnels qui mettent de l'argent, etc., on peut être conduit à sortir plus vite que prévu. Et là, il faut en mesurer les risques. Parce qu'un projet non abouti, forcément, le TRI à la sortie va être moins motivant. Le type de sortie. Le type de sortie est très important. Il y a 3 types de sorties, bien évidemment, industrielles, bourse, LBO. Moi, je considère comme Pierre, je suis un peu vieux jeu, que la meilleure sortie, c'est quand même la sortie vis-à-vis d'un industriel. C'est-à-dire que normalement, on aboutit à un moment donné, on n'est pas fait pour vivre éternellement sous LBO. Oh, il y a des cas, hein, je connais des sociétés, je ne citerai pas parce que malheureusement je ne peux pas donner de nom pour des raisons de confidentialité, mais des LBO, des sociétés qui sont en sous LBO depuis 15 ans, qui ont fait 3-4 LBO. Donc la notion de LBO secondaire ne date pas d'aujourd'hui. Mais à un moment donné, la logique veut qu'une entreprise soit dans les mains d'un industriel. Et je vais vous donner 2 exemples. Par contre, ceux-là, je peux les citer, ils sont publics. Et en plus, c'est pas nous qui les avons traités, donc je n'ai pas de souci avec ça. Et récent, il y a deux LBO, deux opérations industrielles récentes, qui sont la cession de Pinot Bois et Matériaux au groupe Wolseley, et puis la cession de la Berry à un groupe islandais. Et la Berry, c'est très symptomatique. Une banque d'affaires a donné un prix très élevé. Et nous-mêmes, nous étions conseil d'un des acquéreurs financiers qui a fini par jeter l'éponge. Prix très élevé. Et je crois que c'est Xavier également qui disait ce matin qu'il faut être raisonnable. Et le prix, ça doit être win-win. Il doit être bon pour le vendeur, mais il doit être bon aussi pour l'acquéreur. Et finalement, bon, l'opération s'est arrêtée parce qu'aucun financier n'est arrivé jusqu'au bout. Et tout ça est public. Et puis il y a eu une opération de recapitalisation. En tout cas, on a démarré une opération de recapitalisation, donc de refinancement de la dette. Et puis finalement, c'est un groupe islandais qui s'est présenté et qui a mis sur la table le prix. D'ailleurs, le prix qu'avait donné la banque d'affaires au départ, parce que la Berry était probablement pour ce groupe pile poil dans la fenêtre stratégique, dans les objectifs de création de valeur de ce groupe. Et là, effectivement, on peut obtenir des prix qui sont fondamentalement plus élevés. Pinot Bois et Matériaux, c'est exactement le même exemple. Donc, il est très important lorsqu'on démarre, lorsqu'on réfléchit sur cette acquisition en tant que manager, quelle va être la sortie. Et il ne faut surtout pas se mentir à soi-même. Si on ne trouve pas de sortie industrielle évidente, il y a un problème. Il faut se poser la question quand même, pourquoi aujourd'hui un industriel n'est pas acquéreur de l'entreprise? Est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce que c'est lié à la taille de l'entreprise? Est-ce que c'est lié à son positionnement? Est-ce qu'elle est attractive? Et le problème, si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, à ce moment-là, vous risquez d'avoir un problème dans 3 ou 5 ans, parce que la question se reposera inévitablement, quelle que soit la qualité de l'actif et quelle que soit la réalisation du business plan. Ce n'est pas parce que vous avez réalisé le business plan que vous êtes sorti. Donc l'attractivité de l'entreprise, sa stratégie pour une sortie industrielle est très importante. Le LBO secondaire, c'est quelque chose de sain. Ce n'est pas, je dirais, c'est quelque chose de naturel. On continue l'histoire. On est dans une entreprise de croissance. Elle était dans les mains d'un fonds qui s'occupait de transactions de, par exemple, 50 millions d'euros. Et puis la boîte crée de la valeur. Elle en vaut 70 ou 80, 3 ans ou 5 ans plus tard. Et on change de main et on continue à créer la valeur jusqu'au moment où,
eh ben, il est naturel de la transmettre à un industriel. Bon. La bourse aujourd'hui, bon, les marchés boursiers sont assez fermés, mais il est évident que sur des très grosses transactions, type Legrand, type Rexel, type Algeco, etc., qui sont des opérations de P2P, donc de public to private, on sort l'entreprise de la cote pour la remettre de nouveau en bourse dans 3 ou 5 ans. Bon, je ne vais pas trop m'apesantir parce que je crois que je prends du temps. Profil de risque du business plan. Le profil de risque du business plan, pour moi, ça me permet ensuite, lorsque je vais négocier le package, de voir ce qui... Et un package, c'est pas standard. C'est pas standard parce qu'une entreprise, c'est pas standard et parce que les horizons de sortie et les objectifs de sortie sont pas standards. Donc, on essaie de mesurer quel profil de risque du business plan. On peut accepter de faire moins de 20% de TRI sur un actif peu risqué. Il n'y a rien de choquant de faire 18% ou 20% de TRI sur une boîte qui n'a pas énormément de croissance, mais qui en revanche est extrêmement sécure, a des niveaux de cash flow récurrents, prévisibles, donc le paramètre de risque est faible. En revanche, sur des boîtes avec des forts niveaux de risque, il est plus normal d'espérer des taux de rendement beaucoup plus élevés, au-dessus de 25%. Stratégie de développement, elle est très importante parce que soit vous êtes sur une stratégie de croissance interne, soit vous êtes sur une stratégie de croissance externe, soit vous êtes sur les deux. Et il est important parce que si dans votre business plan, vous avez prévu de la croissance externe, pas de build-up, mais vraiment naturellement, votre business plan intègre de la croissance externe, il faut qu'au départ, le montage l'intègre en termes de financement. Et donc, il faut vous associer avec un fonds d'investissement qui a cette ambition de vous accompagner tout au long de du LBO. Un fonds d'investissement n'est pas qu'un pourvoyeur de fonds. Un fonds d'investissement, c'est quelqu'un qui vous aide, qui vous supporte dans votre stratégie, dans votre réflexion, qui fait du ping-pong avec vous, qui est au quotidien, qui est une forme de miroir et qui est là aussi pour vous aider à financer vos projets de croissance. Et il est évident que le TRI de sortie sera beaucoup plus fort avec une stratégie de build-up. Bon, je ne suis pas exhaustif, mais en un quart d'heure. Alors moi, bon, on va vous parler beaucoup aujourd'hui de mécanique juridique. Mécanique juridique pour la captation de la plus-value en termes des packages de managers, etc. Bon. On va vous parler de BSA, d'actions ordinaires, d'APSA, de sweat equity, enfin plein de choses. Tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire à quel horizon je sors, quel est le prix d'entrée, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, quel va être mon TRI objectif. En fait, vous posez la question, vous êtes un acquéreur, au même titre que le fonds d'investissement, vous êtes légitimement en droit de vous poser la question sur le TRI, bien évidemment, que vous allez faire. Est-ce que je vais faire, est-ce que ma probabilité de faire 20% est forte, faire 25%, quel va être mon cas de base en fait. Si je réalise mon business plan et je sors à ISO multiple, quel va être mon TRI. Bon. Toute la mécanique juridique, fiscale, etc., qui est très importante, qui entoure tout ça, elle n'est là que pour habiller ce que j'ai mis là sur ce graphe, c'est-à-dire les profils de courbe de retour. Et c'est ça qu'il faut négocier en fait, et sur lequel il faut se mettre d'accord avec un fonds d'investissement, en clair. Quand vous, fonds d'investissement, vous faites 2 fois votre mise, combien moi je vais faire? Combien moi je vais faire? Et puis si les choses vont mal, qu'est-ce qui se passe pour moi? Et si les choses vont très très bien, qu'est-ce qui se passe pour moi? Et donc vous devez en fait déterminer un point d'inflexion de votre courbe à un moment donné par rapport à votre cas de base. Et vous pouvez avoir des courbes, là j'en ai mis 3, j'ai mis 3 types de profils, un profil très risqué, un profil médian, puis un profil conservateur. Suivant la typologie de votre entreprise, le profil de courbe peut être différent. Et le fonds d'investissement, puisque c'est quand même, vous allez être son partenaire, le comprend parfaitement. Mais tout ça, ça ne s'improvise pas en fait. C'est complètement lié à l'ensemble de la due diligence et à l'ensemble de la réflexion sur votre business plan, sur le business plan et sur la stratégie de sortie. D'où le thème d'aujourd'hui, anticiper la sortie dès la structuration du deal. Voilà. Bon, j'espère que j'ai pas été trop fumeux. J'ai été clair avec vous.
Je conclurai en disant qu'il y a une chose qui est très importante en tant que chef d'entreprise qui décide de rentrer dans une opération de LBO. Il faut éviter de se mentir à soi-même. Et la première question de fond, c'est finalement, est-ce que je suis fait pour faire un LBO? Est-ce que je suis un chef d'entreprise? Alors si vous êtes déjà chef d'entreprise, pas de problème. Si vous êtes 4 dirigeants d'une grande filiale, la question peut se poser. Donc est-ce que je suis prêt à prendre des risques, à mettre de l'argent, à risquer de perdre mon investissement? Et comme je suis un entrepreneur et un partenaire, je suis en droit de demander des comptes au fonds d'investissement et de négocier de façon équitable mon package par rapport à une réflexion stratégique amont que j'ai eue avec lui. Voilà. Merci Noël Albertus. On va finir rapidement par vous, Jean-Luc Bedos. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur la gestion d'un processus de cession, notamment en rentrant peut-être un petit peu plus en profondeur sur les 3-4 sessions qu'on peut observer à l'issue d'un débouclage de LBO? Je pense que acheter est un métier, mais vendre en est un autre. Et autant les fonds sont extrêmement spécialisés dans les opérations d'acquisition, autant je pense que souvent ils pêchent un tout petit peu au moment de la sortie par pas toujours l'expérience dont ils devraient faire preuve. Par contre, les managers, si souvent n'ont pas une expérience suffisante dans l'opération d'acquisition, parce que c'est souvent acquérir leur propre maison, par contre ce sont la plupart du temps d'excellents vendeurs. Alors la schizophrénie sur la documentation juridique, c'est qu'il faut essayer, essentiellement dans le pacte d'actionnaires, il faut à la fois traiter l'acquisition, la gestion ou la gestion commune de la société pendant un certain nombre d'années, et également traiter de la sortie. Je vais plutôt traiter cet aspect-là. Le cas de cession partielle, je ne vais pas vous le traiter, parce qu'en l'occurrence, ce sont des mécanismes qui sont maintenant bien connus, qui ont été testés tant dans la pratique que dans la jurisprudence, et qui de ce fait sont la plupart du temps extrêmement standards dans les pactes d'actionnaires, voire dans les statuts. Simplement un petit clin d'œil juridique, faites extrêmement attention à la compatibilité entre ce que vous avez dans les pactes et ce que vous avez dans les statuts. Il arrive encore très souvent que les deux documents arrivent à se contredire. Les cas de cession totale des titres, donc en fait ce que la plupart de vos partenaires fonds d'investissement appellent la sortie. Le management a un rôle clé dans le cadre des sorties industrielles. Dans le cadre des LBO secondaires et surtout dans les opérations de récapitalisation, je pense que l'intervention des fonds et l'initiative même revient au fonds, ne serait-ce que parce que c'est eux qui tiennent un tout petit peu les éléments clés financiers. Faites attention à l'aspect droit de préemption. Souvent, nous avons l'habitude, maintenant, compte tenu du caractère un peu standard des clauses de préemption, elles ne sont pas beaucoup travaillées au moment de l'acquisition. Et en 2004, sur 2 opérations, on s'était perçu que la purge des droits de préemption n'était pas si facile que cela à gérer et qu'une attention pas suffisamment particulière avait été apportée au moment de la rédaction du pacte d'actionnaires sur ces clauses, parce qu'on avait retrouvé des clauses totalement standards dans les 10 pactes. Une chose dont on n'ose pas souvent parler, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de conflits d'intérêts entre les managements et les investisseurs au moment de la sortie. Et cela dépendra effectivement du type de sortie dont on vous a parlé tout à l'heure. Est-ce que le deuxième point, essentiellement, à propos de la valorisation, la question que je vous pose, c'est est-ce que le management a intérêt à ce que le prix soit le plus élevé possible? Je vous raconterai tout à l'heure l'expérience que nous venons de vivre dans le cadre d'une introduction en bourse qui est celle de Nexity. Je ne suis pas sûr que dans le cadre de cette introduction en bourse, le management avait en termes de prix exactement le même intérêt que les fonds d'investissement. Très clairement, les fonds d'investissement sortants ont intérêt à ce que le prix soit le plus élevé. Par contre, dans le cadre d'une introduction en bourse, le management doit pouvoir s'assurer une marge suffisante de progression du cours de la société introduite sur pas simplement les 15 premiers jours de l'introduction, mais sur un certain nombre d'années. D'autant plus qu'il se trouve dans le processus de lock-up que l'AMF lui impose de conserver ses titres la plupart du temps au minimum pendant 12 mois et que de ce fait, lui, sa sortie ne sera assurée qu'au bout de 12 mois et qu'il a intérêt à ce que le cours de bourse à ce moment-là soit
en adéquation avec ce qu'il prévoit pour l'ensemble du management. Le deuxième sujet un tout petit peu délicat à traiter est celui de la garantie de passif. La question que se posent les fonds d'investissement, c'est dans le cadre du processus de vente, c'est à partir de quand le management qui lui a été loyal pendant l'intégralité de la vie de la société, en tous les cas on peut l'espérer, au moment de la sortie, à partir de quand le management bascule du côté de l'acquéreur et ne travaille plus pour les intérêts du vendeur. Dans le cas d'une garantie de passif, il est extrêmement courant de voir apparaître ce type de questions. Très rapidement, 3 situations particulières. LBO secondaire et recapitalisation. Je pense que ce qui est caractéristique dans la relation entre le management et le fonds d'investissement, c'est que dans ce type d'opération, le management est un initié. Un initié, pourquoi? Parce qu'il a déjà vécu une première opération de LBO quelques années au préalable et que de ce fait, il connaît parfaitement les arcanes de la documentation et peut parfaitement en corriger les points-virgules et les virgules. Il est un initié également parce que s'il y a une petite dizaine d'années, la plupart des managers ne se faisaient pas représenter par des cabinets spécialisés ou par des conseils financiers spécialisés. Depuis quelques années, ils se font assister à la fois au moment de la première opération, mais surtout au moment de la sortie, et quand on parle de LBO secondaire et de recap, plus particulièrement dans ce cas de situation, par des gens qui sont comme nous et qui ont l'habitude de travailler pour les fonds d'investissement. L'extension de pouvoir me paraît relativement claire. Une chose qui est étonnante, c'est le dernier point, c'est sur le fait que autant dans l'opération d'acquisition, toutes les conditions bancaires de la dette senior sont négociées par les fonds, éventuellement avec l'aide du management lorsqu'il convient de négocier les covenants et les ratios. Autant dans toutes les opérations de recapitalisation auxquelles j'ai participé, c'était en fait le management qui négociait directement avec les banques, y compris avec la banque senior, parce qu'ils avaient pris l'habitude de travailler avec eux pendant le cours de la vie de l'entreprise et qu'ils avaient une relation de confiance qui s'était instaurée avec les banquiers. Introduction en bourse. C'est vrai que ça n'arrive pas très souvent. Le hasard veut que j'allais dire j'en sorte puisque je viens d'accompagner les fonds d'investissement qui ont introduit Nexity en bourse. Là, dans cette situation-là, il est très clair que la position du management est absolument incontournable. C'est lui qui prépare la documentation bancaire, c'est lui qui fait le prospectus avec les banques. Les fonds d'investissement n'interviennent pratiquement pas dans la rédaction du prospectus. De temps en temps, ils en revoient certaines parties. Les banques introductrices qui ont un rôle clé, puisque c'est elles qui contrôlent l'intégralité du processus à partir du moment où elles ont été choisies jusqu'au jour de non seulement l'introduction, mais également du placement de ce qu'on appelle la green shoe, c'est-à-dire à peu près un mois et demi après l'introduction par elle-même. Leur interlocuteur privilégié, c'est le management, parce que c'est lui qui peut leur communiquer les informations dont elles ont besoin pour aller vendre sur le marché. Il conduit les roadshows et c'est lui qui reçoit les analystes. C'est extrêmement clair. Les investisseurs, dans le cadre de l'introduction en bourse, peu leur importe la qualité des fonds qui ont contrôlé la société sous LBO pendant les années précédant l'introduction. Ce sur quoi elles font un pari et un vrai investissement, c'est sur le management qui est en place. Un certain nombre de points au moment de l'introduction qui, d'un point de vue strictement juridique, sont peut-être de temps en temps un peu délicats à traiter. Je vous ai marqué le statut de SAS. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, en France, une SAS ne peut pas être introduite en bourse, ne peut pas être cotée. Par conséquent, il faut transformer la SAS en SA. Ça paraît extrêmement simple, si ce n'est que pour transformer une SAS en SA, il faut avoir l'unanimité des actionnaires et que si dans un cas de LBO, vous avez effectivement très largement répandu une partie du capital dans le management et que parmi le management en question, certains ont quitté la société dans des conditions un tout petit peu délicates, voire contentieuses, je pense qu'on peut avoir une difficulté, si vous voulez, à avoir
l'unanimité dans le cadre de la transformation de la SAS en SA. Une société cotée, comme vous le savez, dans ses statuts ne peut pas comporter ni de clause d'exclusion, ni de droit de préemption. Donc, une fois encore, il faut modifier les statuts de la société, ce qui veut dire que vous êtes obligé, et l'AMF demande à ce que la société soit mise en ordre de route à peu près entre 4 à 6 semaines la date qui précède l'introduction. Ce qui veut dire que les fonds d'investissement, très largement, la plupart du temps majoritaires au capital, perdent le contrôle de la société, puisqu'ils perdent les instruments habituels de contrôle du style droit d'agrément, enfin toutes les choses que vous connaissez, qu'ils perdent ce type de contrôle à peu près 4 à 6 semaines avant l'introduction, c'est-à-dire éventuellement avant même que le prix de l'introduction soit déterminé. Les sujets délicats et qui font l'objet de vraies discussions entre le management et la société, je vous en ai listé un certain nombre. Il y en a un que je n'ai pas mis, peut-être parce que c'est justement celui qui nous a le plus préoccupé dans les semaines qui ont précédé l'introduction, c'est la garantie. Très souvent, les fonds considèrent que l'un des intérêts de sortir par une introduction en bourse, c'est qu'il n'y a pas de garantie de passif. En l'occurrence, ce n'est pas le cas, parce que la pratique à l'heure actuelle sur tous les marchés, et donc celui de Paris, est que les banques introductrices qui concluent avec les vendeurs et la société le Underwriting Agreement demandent à ce qu'il y ait une garantie de passif très élaborée qui soit conclue avec eux, non seulement par la société, mais également par les vendeurs. Ce qui fait que ce n'est pas parce que vous, en tant que fonds d'investissement, vous introduisez la société sur laquelle vous avez une participation importante en bourse que vous n'aurez pas à traiter cette garantie de passif. Est-ce que toutes ces questions-là peuvent être traitées dans le pacte d'actionnaires qui est signé au moment de l'acquisition de la société? Pardon, très franchement, je ne le pense pas. Où cela devient un véritable cauchemar, pas simplement pour les gens qui négocient, mais surtout pour les juristes. Et il est un fait, moi ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'interviens sur ce type d'opération. Lorsqu'on part en traité dans les packs d'actionnaires de la liquidité, l'introduction en bourse, la volonté de sortir au bout de 3-4 ans, ça faisait à peu près 3 lignes dans les pactes. À l'heure actuelle, un certain nombre d'intervenants cherchent à en faire 4-5 pages. Je pense que c'est totalement illusoire. Totalement illusoire parce que c'est d'abord traiter d'un certain nombre de crispations qui n'ont pas lieu d'être au moment de l'acquisition de la société, que de toute façon, tous les cas de figure ne pourront pas être traités avec 3, 4, 5 ans d'antériorité, et que la recommandation que nous ferions, c'est qu'à partir du moment où il y a une introduction, notamment une introduction en bourse qui est décidée, je pense que le plus sage, une fois que la décision économique est prise, est que les partenaires s'assoient autour d'une table et renégocient l'équivalent d'un term sheet, d'un court parc d'actionnaires, pour reprendre un certain nombre d'éléments clés avec lesquels ils vont être amenés à vivre pendant au moins 4 à 5 mois, puisque c'est la durée qui est nécessaire, pratiquement d'une façon réglementaire, pour faire une telle opération. Je pense que cette expérience sur l'introduction en bourse est également valable dans un cas de sortie. Pourquoi? Parce que vous savez tous qu'autant un processus d'acquisition, on peut considérer globalement qu'entre 6 mois et 12 mois, les choses sont à peu près faites. Quand on intervient en tant qu'avocat sur l'opération, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments du processus de vente sont déjà intervenus, que nous sommes la plupart du temps mobilisés pendant une durée de 3 à 4 mois. Lorsque nous sommes sur une opération de vente, le calendrier peut être radicalement différent d'une opération à une autre. Sur 2003 et 2004, il nous est arrivé de voir une opération pendant laquelle on a été mobilisé plus de 18 mois et qui finalement est d'ailleurs pas sortie par une cession à un fonds mais un industriel. Et par contre, de pouvoir faire une opération il y a quelques temps en moins de 3 semaines parce qu'il y avait un appétit particulier sur la société.
Dernier point, je pense que dans d'autres sessions aujourd'hui, on va vous parler longuement des management packages et des différents produits que nous avons, que l'imagination de nos clients et de nous-mêmes avons pu mettre en place tous ces derniers temps. On s'est aussi aperçu que de temps en temps, les belles usines à gaz que l'on rédigeait au moment de la sortie, il y avait la plupart du temps un pépin. Que ça soit parce qu'une question fiscale, une question de droit social n'avait pas été traitée, ou parce que éventuellement l'évolution de la pratique et l'évolution de la jurisprudence faisait que ce qui paraissait absolument splendide 6 ans avant, à ce moment-là, ça posait un problème. Que dans les opérations notamment de recap, et encore de recap, je dirais que les fonds et le management restent entre eux, donc éventuellement ils arrivent à trouver une solution de sortie, mais quand vous avez que des spécialistes du marché, que des spécialistes de la documentation juridique dans les opérations de LBO secondaires, puisque vous les avez de tous les côtés, vous avez le côté vendeur, vous les avez le côté acheteur, vous avez le management qui connaît parfaitement la situation. Il est arrivé dans plusieurs opérations que le débouclage du management package soit particulièrement délicat et voire fait échouer une opération il y a à peu près 6 mois. Donc faites très attention à tout ce qu'on peut vous raconter en termes de produits. Je crois que, et là je vais me placer pleinement du côté des managers. Je pense que autant regarder vraiment ce qu'on vous offre au départ et ce que vous arrivez à mettre en place techniquement, mais passer une demi-journée avant de signer le management package à analyser comment vous allez pouvoir le sortir. Et là encore, la plupart du temps, je pense qu'il faut à partir du moment où le processus de vente est initié, il faut se réasseoir, reprendre éventuellement le pacte, avoir cette patience et descendre à la fois le pacte et le management package pour pouvoir voir tous les éléments qui de toute façon ne trouveront pas à s'appliquer et que autant une clause de préemption éventuellement on peut se débrouiller pour la purger relativement facilement, autant par contre des BSA qui n'ont pas été montés d'une façon correcte avec des formules mathématiques dont on s'aperçoit qu'elles ne tournent pas complètement et que de toute façon le TRI, c'est au moment de la vente que l'on l'a et pas 15 jours plus tôt. Notamment le cas de situation, si vous voulez, dans le cas de Nexity, où là, le prix d'introduction, donc le TRI, c'est connu à peu près 5 minutes avant que l'introduction soit faite. Comment gère-t-on les belles formules mathématiques que l'on a mis en place? Ce qui veut dire quoi? C'est qu'il faut s'asseoir un peu de temps à l'avance, dès que le processus de vente est initié, pour pouvoir mettre à plat tous ces éléments.